Aperçu général de l'astrologie. Nous allons étudier ensemble l'astrologie, et plus particulièrement, nous allons apprendre à déchiffrer une carte du ciel. Si cette démarche ne paraît pas simple de prime abord, c'est que ce message céleste, fait de tant de symboles inconnus, de tant de traits qui s'enchevêtrent dans tous les sens, c'est que ce graphisme que vous avez sous les yeux, en son étonnante merveille, est le dessin d'une âme. C'est le graphisme d'une vie que vous avez sous les yeux. Et s'il n'est pas simple à déchiffrer, c'est que l'être humain n'est pas simple à connaître. Dans cet entrecroisement de lignes et de symboles, toute une vie est contenue, qu'il appartient à l'astrologue de décrypter. Toute une vie depuis l'instant de la naissance jusqu'au moment du mourir. Mais qu'est-ce au vrai que l'astrologie? L'astrologie, c'est la science des astres, comme son nom l'indique. C'est la science qui étudie les rapports qui existent entre les mouvements du ciel et les phénomènes terrestres, et plus particulièrement encore depuis que par l'édit de Colbert en 1666, elle fut séparée de l'astronomie. Elle est essentiellement la connaissance et l'étude des relations qui s'établissent entre la destinée de l'homme et le ciel sous lequel il est né. Mais l'astrologie, science du ciel, est plus que cela encore en sa réalité profonde. Elle se présente comme d'une métaphysique, une méditation sur l'homme et sur le sens qu'il devrait donner à sa vie. L'astrologie élève l'âme, et par le regard qu'elle amène l'homme à jeter vers le ciel, elle est principe premier d'évolution. En effet, puisqu'elle est une clé qui ouvre la porte même des mystères, grâce à elle, l'homme accède à son âme cachée. Il lui est alors donné de s'analyser et de se comprendre, et parce qu'il se comprend et soudain se connaît, il lui est alors donné d'avoir une vue surplombante sur le chemin mystérieux de sa destinée. Grand livre ouvert sur l'invisible, l'astrologie se présente comme d'une méditation de l'action et comme d'une philosophie des événements. Puis elle devient bientôt une discipline qui devrait bien adorner toute une vie, parce qu'elle est le passage progressif du monde du visible au monde de l'invisible. Elle est le seuil qui permet de passer du monde de la matière au monde de l'esprit, et finalement le signe d'une âme qui évolue. Faire de l'astrologie, ce n'est plus regarder obstinément du côté de la terre, où sont les choses, où sont les attaches, où sont les instincts, mais délibérément lever les yeux vers le ciel et réfléchir aux raisons mêmes de notre incarnation. Faire de l'astrologie, c'est aussi et surtout apprendre à sortir de soi-même, apprendre à regarder les autres, apprendre à les comprendre, non à les juger, ne jamais juger, mais comprendre, comprendre les hommes en admettant ce qu'ils sont, comprendre les hommes en leur devenir. Et chacun sait que lorsque l'on commence à comprendre les êtres, on est tout à fait sur le point de les aimer. Grand est le don que fait l'astrologie à qui l'étudie, d'un cœur pur bien entendu, car elle lui donne d'abord de se connaître, et ensuite de comprendre et d'aimer les autres, et de penser le monde. Avec l'astrologie, toute la vision qu'on a des choses, qu'on a des êtres, des événements, se transforme totalement. Que vous écoutiez ce premier cours et aperçu sur l'astrologie, ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un choix, car si vous écoutez ce cours, c'est que vous avez été choisi, vous avez été désigné pour une initiation. Voilà ce que cela veut dire. Et ce choix implique maintenant de vous en rendre digne, car toute initiation, disons-le dès le premier cours,
est grave, elle est lourde de conséquences. Ce n'est pas une science que l'on apprend à la légère. Cela vous engage totalement. Ceux qui ne souhaitent pas entrer en astrologie peuvent s'arrêter là, et vous allez réfléchir. Puis, si vous reprenez les cours, vous saurez que vous entrez en initiation. Cet enseignement que vous allez recevoir va petit à petit, insensiblement, et sans que vous en ayez une très nette conscience, va transformer votre vie et renverser votre vision du monde. Votre démarche est peut-être la chose et certainement la plus importante chose de votre vie. C'est un fait capital. C'est certainement l'épisode central autour duquel toute votre destinée peut et va tourner, car plus qu'une quelconque autre étude que ce soit, l'astrologie est propre à modifier profondément votre structure intérieure, comme elle a modifié la mienne. L'astrologie, c'est comme des milliers de regards en nous qui soudain s'ouvrent sur la ténèbre. Dans l'absolu, l'astrologie est une sagesse. Ne la laissez pas s'éloigner, malgré les obstacles qui vont venir. Il va y en avoir qui vont venir se mettre à la traverse. Vous allez avoir toutes sortes de difficultés, des empêchements qui vont surgir, mais croyez-nous, essayez de tenir bon et de résister. Cramponnez-vous à n'importe quoi. Croyez-nous, parce qu'il va bientôt se passer quelque chose de terrible dans votre vie. Vous connaissez le dragon, et avec le dragon, il n'y a pas de milieu. Ou vous êtes le plus fort, ou alors c'est le dragon qui vous dévore. Vous ne connaissez pas le dragon de l'invisible, les dragons des légendes qui gardent le seuil de l'initiation et dont le rôle est d'empêcher les hommes d'accéder au trésor central. Vous voulez accéder à l'initiation, et vous avez droit au trésor secret, et le trésor, c'est le trésor de votre âme. Mais à partir du moment où vous avez franchi le seuil, eh bien, vous avez un dragon qui vous guette parce que le rôle du dragon, c'est de vous écarter de l'astrologie, de vous écarter de l'initiation. Il garde le secret, et il ne veut pas que vous ayez accès à ce secret. Et il est là, dans 8 jours, 1 an, un dragon va apparaître devant vous. Il va s'installer dans votre vie. Il va s'asseoir à votre table. Et si vous n'êtes pas vigilant, il saura trouver votre point faible pour vous empêcher de poursuivre vos recherches astrologiques, et s'en sera fait de vous. Adieu le trésor de la connaissance. Pour l'un, le dragon a le visage d'un ami, et par gentillesse, vous lui cédez. Vous irez au plus facile, vous le suivrez dans une sortie. Le dragon aura gagné d'1 pouce. À partir du moment où il a commencé à gagner, vous n'avez plus de volonté devant lui, et vous êtes perdu. À moins que vous ne redressiez singulièrement la barre. C'est cela le dragon. Au moment où vous vous mettrez à votre table de travail, votre famille va débarquer. À chacun de nous son dragon. Pour les autres, ce sera un malaise. Il ne se sentira pas bien. Par conséquent, ce sera le prétexte de ne pas travailler. Attraper une grippe, c'est un dragon. Pour un autre, ce sera un tintamarre pas possible. Impossible d'écouter quoi que ce soit. Et puis, ils vont vous insuffler le doute. Donc, c'est une affaire de volonté. Dans l'astrologie, ce qui est difficile, c'est la lutte avec le dragon, la lutte avec soi-même. Et ils ont 3, 6 ou 9 têtes, et il est dit dans les légendes qu'il faut trancher toutes les têtes en même temps. Ce qui veut dire que par l'effort de volonté, il faut vaincre d'un seul coup sur tous les plans. Symbole de l'homme en lutte avec ses instincts, et avec l'instinct, il faut vaincre sur tous les plans. Avec les vices,
Il faut vaincre sur tous les plans. Si on dit « je vais cesser cette chose, mais je vais me réserver ces 2 ou 3 choses », et non, on a coupé une tête du dragon, et elle repousse. Il faut arriver à trancher les têtes d'un seul coup. Il était une fois une princesse endormie. Un dragon veillait la princesse endormie. La princesse endormie, c'est votre âme. C'est notre âme qui dort. C'est notre âme qui ne sait pas encore ce qu'est l'astrologie, qui ne sait pas encore ce qu'est l'invisible. C'est votre âme qui dort et qu'il faut éveiller. Et pour arriver à cette âme centrale, il faut vaincre le dragon. C'est ce qui est dit. C'est un mythe éternel, parce que l'astrologie est une science humaine et céleste en même temps. C'est une compréhension des êtres, c'est une compréhension des mondes, c'est un mode de connaissance des autres et de soi-même. C'est tout cela, et beaucoup plus encore. C'est une prise de conscience et un art de vivre, et c'est de tout cela que les dragons vont vouloir vous priver. On ridiculise l'astrologie, que l'on assimile à une superstition, à une mancie, à une stupidité. On a voulu faire un art de prédire tout juste bon pour les charlatans. Mais les charlatans ne sont pas là où l'on croit. Et ce n'est pas cela. C'est vraiment rabaisser ce qui jadis élevait vers les cieux. L'astrologie a une origine divine. L'astrologie que nous faisons concerne les mouvements de l'âme. Elle est faite pour ceux qui partent à la quête de l'âme, pour ceux qui sont assoiffés d'infini et qui veulent bouger, évoluer et monter. L'astrologie que nous faisons, c'est celle qui va vous permettre, grâce à la connaissance que vous allez prendre du ciel extérieur, de votre ciel extérieur, qui va vous permettre d'accéder petit à petit à votre ciel interne, et vous connaissant mieux, de mieux vous accomplir, de construire l'être intérieur. Parce que notre but ici-bas n'est pas tant de construire la vie extérieure, mais l'âme, l'être intérieur, ce qui reste après notre mort, la seule chose qui existe. Nous insistons dès à présent pour que vous sachiez d'emblée où nous allons. Très rapidement, lorsque nous allons lire dans une carte comme dans un livre ouvert, nous allons découvrir l'âme d'un être. Et pour entrer dans cette carte, dans cette âme, il y a une méthode. Il faut entrer dans un thème avec méthode, pas par n'importe où, pas n'importe comment, pas par n'importe quelle planète, pas par n'importe quelle maison, ni par n'importe quel aspect. On n'entre pas dans un labyrinthe par n'importe quel bout. Il y a une méthode que nous allons acquérir. Méthode qui va nous permettre de serrer les divers éléments constitutifs d'une carte du ciel. Méthode et patience pour apprendre à interpréter les divers éléments après les avoir classés. Il faut faire des gammes pendant des années parfois pour pouvoir jouer correctement d'un instrument. Vous apprendrez très vite à interpréter une carte du ciel, mais nous ne vous cachons pas que c'est toute la vie que vous ferez des gammes. Une science dont on fait le tour en quelques mois, on l'abandonne, l'intérêt serait terminé aussitôt. Ce qui est intéressant en astrologie, c'est que plus on avance, plus le paysage s'élargit. On n'en a jamais fini. Plus un être a un don en astrologie, plus il travaillera longtemps. Sinon, en si peu de temps, 3 mois, l'on fait juste le tour de soi-même. Deuxième dragon. Le premier dragon, nous vous le rappelons, l'astrologie que nous faisons ici n'est pas pour prédire les numéros de tiercé. Pour entrer dans un thème astrologique, il y a 4 portes. Il y a des signes,
et nous allons les énumérer par après. Il y a des planètes, il y a des maisons et il y a des aspects. Rien de plus. Signes, planètes, maisons, aspects. Tels sont les divers éléments qui s'entremêlent et qui constituent le clavier de l'interprétation comme l'instrument d'un musicien. Aussi bien allons-nous prendre possession de ce clavier, c'est-à-dire apprendre à reconnaître les différentes touches que sont les éléments thématiques et dont la représentation graphique est assurée par des symboles simples, sorte de sténographie céleste qui permet la notation rapide d'une carte céleste. Et c'est un langage universel que vous receviez un thème des USA ou d'Allemagne ou d'ailleurs, il se présentera avec ces graphismes. C'est une sténographie très facile à apprendre. Nous avons les symboles des 12 signes, celui des 10 planètes du système solaire et des 12 maisons qui s'appellent encore secteurs terrestres. Il y a 132 aspects que nous apprendrons dans les cours qui suivront. Nous allons apprendre à reconnaître les symboles, ainsi que les signes, avec la connaissance des signes, et ce qu'ils signifient tant en mode symbolique qu'en mode psychologique. Puis ce sera au tour des planètes de nous livrer leur enseignement, avec la connaissance des planètes, avant de nous intéresser à la signification des maisons ou secteurs terrestres, avec la connaissance des maisons. S'en suivront 3 autres cours, avec le classement des signes, le classement des planètes et enfin le classement des maisons. L'interprétation d'un horoscope repose tout entier sur le jeu de relations qui existe entre ces divers éléments. Ces divers éléments s'interconnectent et se répondent les uns aux autres selon des lois précises, selon les lois d'une hiérarchisation et d'un ordonnancement du ciel. Tout cela débouche sur une infinité de combinaisons possibles que nous ne pourrons pas dépeindre dans leur infinité, car elles sont aussi infinies que le sont les thèmes. Il n'y a pas 2 thèmes semblables. Même des thèmes de jumeaux, qui naissent à 1/4 d'heure d'intervalle, sont différents. Nous incarnons un instant du ciel, et notre tâche sur cette terre, c'est d'accomplir cet instant du ciel. C'est cela qui nous est demandé. C'est avec les 7 notes de la gamme, et selon les lois de l'harmonie, que le compositeur compose un morceau. Et c'est à savoir pour nous astrologues, avec les 12 signes, les 10 planètes et les 12 maisons, que nous allons composer un morceau, différent à chacun de nous. L'art de calculer un thème s'apprendra après avoir pris connaissance des signes, des planètes et des maisons, ainsi que de leur classement. Ce sont les 6 premiers dragons avec leurs 6 têtes dressées. Vous allez d'abord calculer votre propre thème, pour ne vous occuper ensuite que de celui des autres, car la mission de l'astrologue, c'est de s'intéresser aux autres. Ceux qui s'arrêtent sur eux-mêmes font un court-circuit grave pour l'humanité. C'est encore un dragon. Voyons vos instruments de travail. Des éphémérides journalières de 1850 à 2050. Pour ceux qui calculent leur thème à la main, une table des maisons, qui vous permettent de mettre les pointes des maisons, selon la méthode placidienne, aux éditions Saint-Michel. Un tampon de zodiaque, pour monter des thèmes manuellement. Retrouvons notre carte du ciel que nous avons choisie pour illustrer ce cours. Le graphisme céleste que vous avez sous les yeux est celui de Jean Giono. Que voyons-nous dans ce thème? La roue zodiacale avec ses 12 signes qui servent de base au montage de tous les thèmes. Sur le tableau numéro 1 sont répartis les 12 signes.
Vous apprendrez bientôt les significations des symboles. Contentons-nous de les reconnaître. Sur le tableau numéro 2, les 10 corps planétaires, selon des degrés de longitude différents. Elles constituent notre système solaire. Elles se disposent dans l'ordre suivant: Soleil, Mercure, Vénus, notre Terre, la Lune, notre satellite, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. L'ensemble des planètes gravitant autour de l'astre central, le Soleil. Nous sommes dans un système héliocentrique qui prend le Soleil pour centre, système tel que dans la réalité. En astrologie, on envisage le système planétaire du point de vue géocentrique. Cela tombe sous le sens, puisqu'on envisage le système planétaire par rapport aux habitants de la Terre. Le système héliocentrique serait vécu pour d'éventuels habitants du Soleil, ou le système jovicentrique pour d'éventuels joviens, habitants de Jupiter, ou encore chronocentrique pour d'éventuels habitants de Saturne. Dans nos graphiques, nous éliminerons la planète Terre, puisque la Terre se trouve au centre, et nous installerons sur notre graphique 10 corps planétaires qui ont des mouvements apparents autour de nous. Dans le tableau numéro 3, nous avons les 2 luminaires, le Soleil, astre central, représenté par un point en son centre, et la Lune, désignée par un quartier de lune. Puis, les autres planètes visibles à l'œil nu, et connues des anciens, c'est à savoir Mercure, puis Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Viennent ensuite 3 planètes, Uranus, Neptune et Pluton, qui furent découvertes successivement au XVIIIe siècle et XIXe siècle et XXe siècle. Uranus fut découvert en 1781 par William Herschel, Neptune en 1846 par Urbain Le Verrier et Pluton par un groupe d'astronomes travaillant en équipe. Vous trouvez ces planètes dans le tableau numéro 3. Certains astrologues y ajoutent des astéroïdes, planètes microbes. Il faut se représenter une sorte de fleuve de rochers qui tournoie autour du Soleil. Au sein de ce fleuve de roches, il y a Cérès, parce que Cérès obéit à la loi de Bode. Nous avons aussi une planète transplutonienne, Minos, découverte puis perdue de vue, qui a eu un lancement tapageur avant de tomber dans l'oubli. Était-ce une erreur? Elle était visible au même endroit et à la même heure. C'était un point lumineux qui faisait une translation par éloignement. Elle échappe à présent à toute observation. Pluton est resté de longues années dans l'ombre, ce qu'on appelle le purgatoire des planètes. Avant la guerre, en 1938, 1939, 1940, 41, 46, on a recommencé à en parler. Les astrologues ont commencé à le placer dans l'horoscope, et à présent, nous le connaissons bien. Mercure se voit juste au coucher ou au lever. Vénus aussi. Lorsque vous les représentez, n'en placez que 10, et dans cet ordre, une bonne fois pour toutes, par rapport au Soleil, comme dans les éphémérides. Regardons le thème de Jean Giono. Le Soleil est à 9 degrés du Bélier. La Lune à 24 du Taureau. Mercure à 12 des Poissons. Vénus à 7 degrés 30 du Taureau. Mars à 16 degrés 30 des Gémeaux. Jupiter à 28 degrés 30 des Gémeaux.
Saturne, 6 degrés rétrograde du Scorpion. Uranus, 19 degrés 30 rétrograde du Scorpion. Neptune, 13 degrés 30 des Gémeaux. Pluton, 10 des Gémeaux. C'est la façon de dire de l'astrologue. Apprenons à présent à décrypter tout cela. La répartition des planètes dans les signes exerce une influence sur le psychisme du sujet. Influence psychologique. Nous apprendrons bientôt laquelle. Les maisons. Les maisons sont aussi importantes que les signes et les planètes. Elles ne sont pas à négliger. Un thème sans maison ne veut strictement rien dire. C'est le thème impersonnel d'une certaine journée du monde, mais non le thème précis d'une naissance. Lorsque nous montons un thème, nous inscrivons les planètes en noir et les maisons en vert. Nous dessinons les pointes ou cuspides des maisons ou secteurs terrestres avec un crayon vert. Et ceci pour ceux qui montent leur thème à la main. C'est une bonne habitude pour ceux qui ont décidé de monter leur thème à la main. Pour mieux situer ce que sont les maisons par rapport aux signes et par rapport aux planètes, il faut comprendre que les signes et les planètes sont d'origine céleste. L'écliptique, c'est-à-dire la roue du zodiaque, est l'apparent chemin suivi par le Soleil et les planètes à travers les constellations. Le Soleil a une marche immuable au centre de l'écliptique, au centre de la roue zodiacale, et les planètes caracolent devant et derrière, au-dessus et en dessous, mais suivent leur ronde immuable autour de la Terre telle que l'on peut l'observer. Elles suivent l'écliptique. Les maisons, elles, sont d'origine terrestre. Elles sont le résultat de la rotation de la Terre sur elle-même en 24 heures. Sorte de gros melon avec ses tranches. C'est la raison pour laquelle on a coutume de les nommer secteurs terrestres. Elles firent leur apparition en astrologie sous une forme très embryonnaire, chez les Chaldéens d'abord, puis chez les Grecs, vers l'an 400 avant Jésus-Christ. Des observateurs contemporains de Platon s'aperçurent que la hauteur des planètes sur l'horizon devait être prise en considération car la force influentielle des astres était d'autant plus grande que ceux-ci se trouvaient soit à proximité de l'horizon, soit à proximité du méridien. Quand des astres se trouvent à leur lever, ou quand ils se trouvent à leur culmination supérieure, au-dessus de nos têtes, ils gagnent en intensité, comme des soleils illumineraient notre tête, et leur influence sur notre psychisme est d'autant plus puissante. De telle sorte que les astrologues chaldéens, et les Grecs après eux, furent amenés à diviser l'horoscope en quadrants. Au début, il n'y avait que 4 quadrants, délimités par la ligne d'horizon d'une part et par la ligne du méridien d'autre part. Vous pouvez observer les 4 quadrants sur le ciel natal de Jean Giono. Il est constitué par la ligne d'horizon, qui est horizontale sur le graphique, qui va du 14 Taureau au 14 Scorpion. Ligne que l'on nomme ascendant-descendant. L'ascendant, c'est le lieu du lever des astres. Ici, il se lève avec le Taureau. C'est un natif du Bélier, avec un ascendant au Taureau, participant avec autant de puissance l'un que l'autre à la mouture psychologique de cette personne. De l'autre côté, il y a le descendant, qui est le lieu du coucher des astres. C'est l'horizon occidental. Jean Giono est né à 7 heures du matin au mois de mars. Vers 5h36, vous auriez trouvé un ascendant et le soleil confondus l'un et l'autre autour du 9e degré du Bélier. Puis, à mesure que le jour s'est levé, l'ascendant s'est positionné sur le 14e degré du Taureau.
pendant que le soleil montait dans le ciel. L'ascendant, passant ensuite dans le signe des Gémeaux, puis dans celui du Cancer, et entra dans le signe du Lion, pendant que le soleil bélier culminait au milieu du ciel. Vers 13 heures, le soleil redescendit, avant de se coucher à 18h30. L'ascendant se trouvait alors dans le signe de la Balance, le signe opposé au signe du Bélier, vers 8-9 degrés du signe de la Balance. À minuit, le soleil s'est confondu avec le fond du ciel. Dans cette ligne d'horizon est quelque chose de très important. La ligne du méridien, qui va du 24 Capricorne jusqu'au 24 Cancer, est nommée axe milieu du ciel, fond du ciel. L'astrologue désigne par les deux lettres AS en majuscule l'ascendant d'une part et DS en majuscule le descendant d'autre part. Il désigne par ailleurs le milieu du ciel par les lettres MC et le fond du ciel par FC. Le milieu du ciel, c'est le midi des astres. Ici, il n'y a pas de planète conjointe ou proche du milieu du ciel. Cet astre aurait été en culmination supérieure. Il serait à son midi, s'il est au méridien supérieur, d'où son importance dans l'interprétation d'une carte céleste. Au contraire, le fond du ciel est le minuit des astres. Une planète située là serait en culmination inférieure. À l'ascendant se trouve la Lune, qui n'est pas encore levée, et Vénus, qui vient juste de se lever, tandis qu'au descendant, Uranus s'apprête à franchir l'horizon occidental et donc à se coucher, alors que Saturne est couché. Ces lignes nous permettent de situer les quadrants imaginés par les Chaldéens. On représente l'ascendant par une flèche et le descendant par une queue de flèche. Le milieu du ciel et le fond du ciel sont symbolisés par une hyperbole. Les anciens observèrent de même que le signe situé sur l'horizon oriental, l'ascendant, avait sur le psychisme et le comportement une influence quasi aussi importante que le signe où se trouvait le soleil. Vous apprendrez bientôt ce que signifie la maison 1, c'est-à-dire l'ascendant, qui va jusqu'à la maison 2, qui a une influence très forte sur le tempérament du natif et sur son caractère. Au cours des siècles qui suivirent cette première découverte, et pour rendre encore plus subtil encore ce jeu des maisons et préciser leur influence, chaque quadrant fut subdivisé en 3 secteurs d'influence différentes, ce qui donna naissance à son tour au système des 12 maisons. Chaque quadrant en compte de ce fait 3. Et c'est le système qui est le nôtre, et l'on désigne les maisons par des chiffres allant de 1 à 12 en chiffres romains, et que l'on inscrit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en regard de chaque maison, de la 1 à la 3, pour rejoindre le FC, le fond du ciel, et remonter 4, 5, 6, jusqu'au descendant, puis 7, 8, 9, jusqu'au milieu du ciel, le MC, et enfin 10, 11, 12 pour rejoindre l'ascendant. Et en regard de chaque cuspide de maison, on inscrit en chiffres arabes le degré de longitude où débute la maison. C'est ainsi que dans le thème de Jean Giono, la maison 2 commence à 13 des Gémeaux, la maison 3 est à 3 du Cancer, la maison 4, qui, nous le rappelons, est la pointe du fond du ciel, se situe à 24 Cancer, à l'opposé du milieu du ciel, du MC, qui est à 24 Capricorne,
placée donc à 180 degrés de ce point. La maison 5, 18 lions. La maison 6, 24 vierges. La maison 7, ou pointe du descendant, se situe à 14 du Scorpion. La maison 8, à 13 du Sagittaire. La maison 9, à 4 du Capricorne. La maison 10, c'est-à-dire le MC, le milieu du ciel, 24 Capricorne. La maison 11, 18 du Verseau. La maison 12, 24 des Poissons. Nous trouvons toutes ces indications dans la table des maisons que nous apprendrons bientôt à connaître. Compte tenu de l'influence des secteurs terrestres sur les événements de notre vie, nous en apprendrons les détails dans la connaissance des maisons, objet du cours numéro 3. Les maisons ne nous parlent pas de psychologie, comme le feraient les planètes dans les signes. Les maisons nous renseignent sur les événements terrestres. Les planètes dans les maisons nous renseignent sur la virtualité des événements qui peuvent nous arriver, et selon que les planètes sont placées de façon harmonieuse ou disharmonieuse, en fonction de lois que nous allons bientôt apprendre. Nous avons certaines facilités dans certains secteurs de notre existence, ou au contraire, si nous avons des planètes disharmonieuses, nous avons des entraves dans tel autre domaine. Nous parlons des secteurs terrestres heureusement ou malheureusement occupés par des planètes harmonieuses ou disharmonieuses. Cela ne va pas plus loin. C'est cependant une connaissance utile lorsque l'on sait que l'on est fait pour quelque chose, d'aller dans le sens de ces planètes. Au contraire, quand l'on sait qu'il y a danger à s'aventurer dans certaines choses, on y va avec précaution, ou on évite de le faire. C'est important de connaître ses forces et ses faiblesses et dans quel domaine cela joue. Certaines personnes piétinent toute leur vie en réitérant les mêmes erreurs et qui laissent se perdre en eux des dons insoupçonnés ou qui s'obstinent dans des activités pour lesquelles ils ne sont pas faits. L'astrologie nous donne un art de connaissance de nous et nous aide à faire une bonne utilisation de nos dons au bénéfice d'un plus grand rendement humain. C'est ce plan que nous révèle la physionomie du thème, examiné selon les maisons, car c'est l'examen de cette division duodénaire, c'est-à-dire de cette division par 12 de la sphère céleste, qui vient se superposer aux signes du zodiaque, qui nous permet de supputer les chances et les malchances du natif dans les divers secteurs de l'existence. Si nous prenons le thème de Jean Giono, nous pouvons dire qu'il a un soleil positionné dans le secteur 12. Quand nous saurons ce que signifie le secteur 12, nous aurons déjà une indication des intérêts divers de Jean Giono. C'est ainsi que l'on peut dire aussi que Mars est positionné en secteur 2, que Mercure est positionné en secteur 11. Quand nous saurons tout ce que signifient ces secteurs, cela nous parlera. Il y a aussi les aspects interplanétaires. Nous faisons ici un survol général de ce thème, avant d'entrer dans les détails dans les cours qui suivront. Vous remarquez que les traits qui relient les corps planétaires entre eux sont ou bleus ou rouges, et sur la carte représentée de Jean Giono, en traits pleins ou bien en traits pointillés. Les traits bleus du graphique céleste informatique de Jean Giono correspondent aux traits pleins de la carte céleste dessinée par nos soins, tandis que les traits rouges correspondent aux traits en pointillés de la carte. C'est ce qu'on appelle les aspects. Tous ces traits qui s'enchevêtrent à l'intérieur de la roue zodiacale, c'est ce qu'on appelle les aspects interplanétaires. Ils sont très importants, en ce qu'ils interviennent dans l'architecture générale d'un thème astrologique, et ils en permettent la lecture. Ils sont à tel point capitaux qu'un second niveau leur est entièrement consacré.
On y analyse les aspects les uns après les autres à la lumière de l'astropsychanalyse. Qu'est-ce qu'un aspect? Un aspect, c'est un écart angulaire entre deux planètes. Si nous examinons la répartition des planètes autour du zodiaque, nous remarquons qu'elles se trouvent situées sur l'écliptique à des degrés de longitude différents, de telle sorte qu'un certain nombre de degrés séparent les planètes les unes des autres. C'est ainsi que si nous isolons successivement les planètes deux par deux, l'écart de longitude qui existe entre ces deux corps célestes ainsi isolés est précisément ce que l'on nomme l'aspect entre ces deux planètes. Comment fait-on pour calculer un aspect interplanétaire? Il suffit de prendre la mesure de l'arc de cercle situé entre deux positions respectives de planètes sur l'écliptique. C'est ainsi que si nous voulons mettre les aspects dans le thème de Jean Giono, nous examinons chacune des planètes figurant sur le zodiaque et nous les examinons dans leur rapport successif avec les 9 autres planètes. Nous commençons par prendre le Soleil et nous regardons quel est l'écart entre le Soleil et Vénus, entre le Soleil et la Lune, entre le Soleil et Pluton, entre le Soleil et Neptune, entre le Soleil et Mars, entre le Soleil et Jupiter, entre le Soleil et Saturne, entre le Soleil et Uranus, et enfin entre le Soleil et Mercure, et s'il y a un aspect. Et nous prenons ensuite la Lune. L'aspect de la Lune par rapport au Soleil est déjà calculé. On regarde s'il y a un aspect Lune-Pluton, Lune-Neptune, Lune-Mars, etc. Lorsque vous arrivez à la dernière planète, tout a été passé en revue. Et il faut en user ainsi avec tout ciel de naissance. Doit-on prendre en considération tous les écarts angulaires? Tous les écarts angulaires ne sont pas à prendre en considération. Il y a des écarts angulaires remarquables et d'autres négligeables. En fait, devant le très grand nombre d'écarts angulaires qui peut séparer deux astres l'un de l'autre, et puisqu'il y a 360 degrés sur le zodiaque, ils peuvent être séparés de 0 à 180 degrés. Le nombre d'écarts privilégiés est très faible par rapport au nombre des écarts angulaires possibles. Il y a 180 possibilités, et en fait, le nombre d'écarts angulaires qu'il faut retenir est infime en comparaison du total des écarts angulaires qu'il convient de rejeter. On ne compte en effet que 15 écarts angulaires valables, qui se répartissent de la façon suivante. 5 aspects principaux, qu'il faut retenir dès à présent. 5 aspects secondaires, que nous retiendrons plus tard. Et puis, 5 autres aspects généralement négligés, sur lesquels peu d'observations ont été faites, mais qu'il nous faut citer. Vous retrouverez ces tableaux d'aspects dans le fascicule tableau numéro 4, avec dans le premier cercle un écart angulaire à retenir, et dans le second cercle un écart angulaire à rejeter. L'écart angulaire de 90 degrés, que nous apprendrons à connaître, est à retenir. Le second, celui de 80 degrés, est à rejeter. Les astres sont sans aspect mutuel. Alors pourquoi prendre certains aspects en considération et en rejeter certains autres? La tradition astrologique qui nous a été léguée par les anciens, comme aussi bien les statistiques qui ont été faites par après sur le sujet des aspects, nous permettent de déterminer les écarts angulaires privilégiés, qui sont ceux qui procèdent d'une division du cercle zodiacal, soit par 2 ou multiple de 2, soit par 3 ou multiple de 3. C'est ainsi qu'il nous est possible de représenter par deux groupes de graphiques les aspects interplanétaires les plus marquants, tels qu'on peut les rencontrer dans un thème. Le premier groupe sera celui des aspects qui procèdent de la division du cercle zodiacal
par 2 ou par multiple de 2. L'aspect de 90 degrés est en effet une division de la roue zodiacale par un multiple de 2, et par 4 en l'occurrence. L'aspect de 180 degrés est un aspect à retenir. Il est la résultante de la division de la roue zodiacale par 2. La roue zodiacale ayant 360 degrés. Si on la divise par 2, on obtient 180 degrés. Vous avez à présent en mémoire le premier aspect, celui de 90 degrés, que vous voyez dessiné dans le tableau numéro 5, graphique numéro 1. Le deuxième aspect, celui de 180 degrés, avec le graphique numéro 2. Premier groupe d'aspects à conserver. Il y a un second groupe d'aspects. Ce sont les aspects qui procèdent de la division du cercle zodiacal par 3 ou multiples de 3. Nous pouvons les voir sur le tableau numéro 5, graphique numéro 3, avec un angle de 120 degrés, et graphique numéro 4, avec un angle de 60 degrés. Sur le graphique numéro 1, nous aurions pu dire tout à l'heure, la planète A est à 90 degrés de la planète B, ou bien que la planète C est à 180 degrés de la planète D, ou bien que la planète E est à 120 degrés de la planète F, ou encore que la planète G est à 60 degrés de la planète H. Voilà 4 écarts angulaires remarquables que vous reconnaissez à présent. Ils sont indiqués dans le tableau numéro 5 avec leurs 4 graphismes successifs. Or, pour reconnaître et différencier ces divers angles, chaque écart angulaire a reçu un nom par lequel on le désigne. C'est ainsi que le premier de ces angles, l'angle de 90 degrés, celui de notre premier graphisme, s'appelle un carré. On dit aussi une quadrature. C'est la même chose. On dit l'astre A est en quadrature de l'astre B, ou bien on dit qu'il est au carré de l'astre B. Supposons que A soit le Soleil et B la Lune. On dira que le Soleil est au carré de la Lune. Ou on peut aussi dire il y a une quadrature Soleil-Lune. Ou encore le Soleil est en quadrature de la Lune. Ou enfin il y a un carré Soleil-Lune. Le second de ces angles, celui de 180 degrés, se nomme une opposition. La planète C est opposée à la planète D. On dit encore en opposition de. Si C avait été Mars et D Mercure, on aurait dit il y a une opposition Mars-Mercure, où Mars est opposé à Mercure. Le troisième de ces angles, celui de 120 degrés, se nomme un trigone. On dit que E est au trigone de F, ou qu'ils sont en trigone mutuel. Enfin, le quatrième et dernier de ces angles, celui de 60 degrés, se nomme le sextile. La planète G est au sextile de H, où ils sont en sextile mutuel. Par ailleurs, pour mieux reconnaître les aspects, on les représente par un symbole graphique exactement comme on représente les signes et les planètes par un symbole. On représente de la même façon les aspects par un symbole qui leur sont propres et qui permet de les identifier facilement et rapidement. C'est ainsi que le premier de ces angles, celui de 90 degrés, que nous appelions le carré, est représenté graphiquement par un symbole qui est précisément un petit carré. Et si l'on écrit le Soleil est au carré de la Lune, on écrira Soleil carré Lune, et l'on lira il y a une quadrature du Soleil à la Lune.
Le second des aspects, celui de 180 degrés, et que nous avons déjà nommé comme étant une opposition, est représenté graphiquement par un dessin ressemblant à une petite altère. Le troisième aspect, celui de 120 degrés, que nous avons nommé trigone, est représenté par le glyphe du triangle, point en l'air. Le quatrième, celui de 60 degrés, que nous avons nommé sextile, est représenté par l'hiéroglyphe d'une étoile, trois lignes qui s'entrecroisent. Vous connaissez à présent quatre aspects. Or, cette division mathématique de la roue zodiacale par 2 ou par multiple de 2, ou par 3 et par multiple de 3, est telle qu'il apparaît que les points du zodiaque où tombent les aspects sont des points de vibration qui répondent au rythme de la division de la circonférence. Et des observations répétées ont montré que certains points de vibration s'avéraient défavorables, tandis que d'autres s'avéraient au contraire favorables. Et il a été possible d'établir que les aspects défavorables sont le résultat de la division de la circonférence par 2 ou par multiple de 2, tandis que les aspects favorables dérivent de la division de la circonférence par 3 ou par multiple de 3. C'est-à-dire que les deux aspects du premier groupe, que sont le carré et l'opposition, qui correspondent à des moments de vibration défavorables, sont des aspects que l'on nommera disharmonieux. On les nommera aussi dissonants, ou bien encore, dans certains livres, on les nomme maléfiques. Ce n'est pas une terminologie de bon aloi. Cela fait peser un maléfice sur la tête d'un natif dont il ne peut jamais se défaire. Non, ce n'est pas maléfique, c'est dissonant, c'est disharmonieux, c'est difficile à vivre. Employez plutôt le terme de disharmonieux ou de dissonant. On les représente en rouge sur la carte, en pointillé si l'on n'a pas à sa disposition de couleurs différentes. Par contre, les deux aspects du second groupe, que sont le trigone et le sextile, correspondent à des points de vibration favorables. Ce sont des aspects que l'on dira harmonieux, on dit encore bénéfiques. Et toujours, nous n'aimons pas beaucoup cette terminologie qui fait le pendant avec maléfique. Vous savez qu'il y a des aspects bénéfiques dont les natifs ne font rien de bon. C'est une harmonie, une facilité qui lui est offerte, pas plus. Tous ces aspects, tant ceux du premier que du second groupe, peuvent s'inscrire en des figures géométriques simples. Vous pouvez inscrire dans la roue zodiacale 4 carrés, et vous aurez un carré qui s'inscrit dans la roue zodiacale. Du reste, ces graphiques font partie du tableau numéro 6. Une croix peut s'inscrire à l'entrecroisement de deux aspects d'opposition. Une croix à l'intérieur de la roue zodiacale. Au contraire, avec des trigones, vous inscrirez un triangle ou des séries de triangles à l'intérieur de la roue zodiacale. Et avec l'aspect du chiffre 6, l'aspect sextile, vous inscrirez un hexagone. En les ayant sous les yeux, vous allez vous habituer à les retrouver facilement sur une carte du ciel. Enfin, il y a un aspect très intéressant dont nous ne vous avons pas encore parlé, et qui est celui de la conjonction. C'est un écart angulaire de 0 degré. Cela veut dire que les astres sont au même endroit dans le ciel. Ils sont collés l'un à l'autre. Ils sont situés au même degré de longitude sur l'écliptique. Le symbole représentatif de la conjonction s'exprime par un graphisme qui représente un rond avec une espèce de petite queue. La conjonction est un aspect intéressant qui a valeur d'ambivalence. Il est tantôt harmonieux, tantôt disharmonieux.
cela selon la tonalité des astres en cause. Par conséquent, on a coutume de la représenter par des hachures, qui joignent les deux planètes qui seront rouges ou bleues, selon que les astres en cause seront harmonieux ou disharmonieux. Disons que l'aspect de conjonction est ambivalent dans son expression. Ainsi nous résumons le carré, l'opposition, le trigone, le sextile, la conjonction. Tels sont les 5 aspects principaux. Il existe 5 autres aspects qui sont intéressants et peut-être sous-employés, mais leurs effets ont été analysés très sérieusement. Vous les apprendrez bientôt dans la connaissance des aspects, objet du cours numéro 11. Et puis, nous avons 5 aspects que nous pourrons au début négliger. Vous les voyez inscrits dans le tableau général de tous les aspects. Dans le premier corps, vous avez les 5 aspects principaux à apprendre de toute urgence. Dans le deuxième corps, vous avez l'indication des aspects secondaires. C'est à savoir l'aspect de 30 degrés ou semi-sextile, dont le symbole est la moitié du symbole du sextile. L'aspect de 45 degrés, qui est l'aspect de semi-quadrature ou semi-carré, dont le symbole est la figure d'un angle de 45 degrés schématisé, c'est-à-dire un demi-carré. L'aspect quintile, de 72 degrés, est représenté par un Q majuscule. Puis, l'aspect du sesquicarré, qui est représenté par un carré plus un semi-carré. 90 degrés du carré plus 45 degrés du semi-carré nous donne 135 degrés. Et enfin 150 degrés, qui s'appelle le quinconce. Dès que vous aurez bien assimilé les 5 premiers, passez aux 5 seconds, et apprenez à les mettre sur des graphiques, car ceux-là même que je viens de nommer, il faut les mettre. Puis viennent les aspects que nous nommons pour mémoire. Négligez-les pour l'instant, en ne perdant pas de vue qu'il faudra les rajouter dans quelques années, quand vous ferez des études plus poussées. Ils vous apprendront des choses intéressantes. Commençons par le vigintile, 18 degrés, dont le symbole est un V majuscule suivi d'un petit g. Vient ensuite le quindécile, 24 degrés, un Q majuscule suivi d'un petit d. 36 degrés, le semi-quintile, qui est représenté par un L. 108 degrés, le trédécile, T majuscule suivi d'un petit d. Et 144 degrés, le biquintile, une croix surmontée d'un trait. Sachez qu'ils existent. Donc, vous dessinez dans vos graphiques en traits rouges ou en traits pointillés le carré, le semi-carré, le sesquicarré et l'opposition. Ce sont des aspects dissonants. Vous pouvez inscrire ainsi en pointillé rouge le quindécile, ce sont des aspects déshérités. Vous dessinez au contraire en trait bleu ou trait plein le sextile, le semi-sextile et le trigone. Ce sont des aspects harmonieux. Vous dessinez aussi en bleu, quand vous le mettez, le vigintile. Vous dessinez en traits alternativement bleu et rouge, pour indiquer qu'ils sont ambivalents, les aspects quinconces. De même que le trédécile. Vous dessinez enfin en traits mauve le quintile, le semi-quintile et le biquintile. Nous exposerons ce que sont le quintile, le semi-quintile et biquintile, et pourquoi on les désigne différemment des autres. Cela fera l'objet du cours numéro 11. Ces aspects sont des aspects de l'invisible. Les autres aspects sont des aspects du visible. Les signes, les planètes, les maisons, les aspects,
Tel est le mécanisme général de tout thème astrologique, dont le bon ou le mauvais fonctionnement dépend des relations harmonieuses ou désharmonieuses de chacun de ces 4 rouages avec l'ensemble des 3 autres. Si l'on veut jeter un regard surplombant sur ce qui vient d'être développé, on peut dès à présent établir une sorte de synthèse de l'astrologie qui résume toute cette somme de connaissances que nous vous conseillons de noter. C'est à savoir qu'au signe du zodiaque reviennent les éléments de base de la psychologie du natif. C'est le substratum du moi. Aux planètes, qui sur ces signes immobiles sont les mobiles, les signes ne bougent pas, mais les planètes font des rondes perpétuelles à l'intérieur de cette roue du zodiaque. Aux planètes revient par conséquent la dynamique du caractère. Aux aspects interplanétaires reviennent les tendances animatrices de l'individu. Ces tendances animatrices qui sont bonnes ou mauvaises suivant les directions données par les aspects. Disons qu'aux aspects interplanétaires reviennent les réactions du natif devant les autres et face à lui-même. Aux maisons, enfin, reviennent les faits matériels qui motivent ou qui reçoivent les réactions et qui focalisent les événements. Entre les signes, les planètes et les maisons, dont les valeurs symboliques sont immuables, un mélange se produit. En chimie, on dirait un précipité. De par sa complexité et le grand nombre de possibilités offertes, ce mélange offre des combinaisons infinies dont le résultat est harmonieux ou dissonant, c'est-à-dire qu'il peut être agréable ou explosif selon les cas. Et il appartient à l'astrologue de traduire, de comprendre, de doser ce mélange et l'expliquer à son consultant. Et c'est ce que nous allons bientôt apprendre à faire. Vous avez maintenant une connaissance certes très sommaire, mais générale déjà, de ce que c'est que l'astrologie et de la façon dont vous allez pouvoir travailler. En astrologie traditionnelle, c'est-à-dire durant le premier niveau d'enseignement, vous recevrez la totalité des bases de l'astrologie. Vous aurez le détail de ce que sont les signes, les planètes, les maisons, les aspects. Vous connaîtrez les grandes lois des dominantes. Comment on entre dans un thème et comment on recherche la dominante. Comment on voit la physionomie thématique et ce que l'on en peut déduire. Nous allons apprendre l'astrologie d'abord par le détail minutieux des divers éléments, puis par la synthèse et par la globalité. Comme un horloger qui démonte tous les rouages et les remonte tous, il obtient un objet qui donne l'heure. Eh bien, le thème est fait d'une infinité de petits rouages qui donnent l'âme humaine. La méthode globale est la meilleure méthode pour entrer dans un thème. On ne peut pas l'apprendre avant d'avoir fait le détail. Il faut commencer par le b.a.-ba. Il faudra s'ouvrir au thème des grands maîtres, c'est-à-dire aux grands personnages qui ont illustré l'humanité. Vous allez avoir à votre disposition au cours du premier niveau d'enseignement des thèmes de savants, de peintres, de musiciens, de poètes, de saints, de grands thèmes, des thèmes forces. Il est très important de vivre dans le sillage de grands personnages. Ce sont de hauts phares. Et puis, il est nécessaire d'apprendre à étudier ces thèmes parce que ce sont des thèmes forts. Si ces êtres sont devenus des êtres forts, c'est qu'ils portaient dans leur thème une puissance qu'ils ont réussi à mettre sur terre. Ils auraient pu ne pas parvenir à écrire ou à peindre. Ils auraient pu ne pas parvenir au bout d'eux-mêmes, ou ne pas oser arriver jusqu'à être eux-mêmes. Ceux-là sont arrivés, et leur thème a quelque chose à nous dire.
Leur destin a quelque chose à nous dire, leur œuvre a quelque chose à nous dire, et leur thème est un message que nous communique le ciel et qui est capital. Par conséquent, il faudra au bout d'un certain temps consacré à vous mieux connaître, à connaître ceux de votre entourage proche, à dévoiler leurs failles et leurs puissances, il faudra oublier votre thème et vous ouvrir aux grands personnages. Nous allons aussi nous intéresser au thème de voleur, comme au thème d'assassin. Et ne cherchez pas à les juger. C'est un des travers de notre époque, la critique qui veut juger des choses. Mais cherchez plutôt à comprendre. C'est cela l'astrologue. Il ne doit pas juger. Il est question là de les comprendre et de les aimer. Cela veut dire penser et vivre en astrologue. C'est ce que nous a transmis nos maîtres, et en particulier Jacques Berton. L'enseignement que nous faisons à sa suite est comme d'une initiation métaphysique. C'est ce que vous avez compris. On entre en astrologie comme on entre en religion. Et nous sommes sur un seuil, et notre rôle est de vous aider à passer. Il ne vous sera donc rien imposé, mais proposé à vos méditations. Vous passerez le seuil si vous le souhaitez. Et par conséquent, nul besoin de juger. Il va vous être proposé un certain nombre de choses que vous allez méditer. Certaines cadreront avec ce que vous recherchez, et d'autres que vous mettrez de côté en attendant. Ne cherchez pas à les juger. Vous ne pouvez pas critiquer un cours qui n'est qu'un infime détail d'un ensemble de plusieurs dizaines de cours, et vous seriez amené à juger du détail d'une chose sans en avoir pris connaissance en son entier. Si vous écoutez avec un esprit critique, vous allez vous fermer et rester sur le qui-vive en tentant de prendre quelqu'un en flagrant délit d'erreur. Tout ceci est stérile, l'on n'apprend rien. Quand on veut apprendre quelque chose, on se transforme en entonnoir pour se remplir. Vous pourrez par après faire le tri et dégager vos idées personnelles. C'est là votre intérêt. S'il y a des questions que vous vous posez, vous aurez la réponse dans un ou plusieurs cours parce que cette question sera mieux adaptée à ce cours. L'astrologie est une discipline initiatique avec ses faiblesses et ses forces. Elle implique, pour être comprise, une méditation sur le problème des destins, le problème de la destinée. Et c'est cette méditation que nous allons poursuivre au niveau des cours pendant un certain temps, des années peut-être pour certains. Car il est bien évident que l'homme est sur la terre, il n'est d'ailleurs pas là par hasard, non pas pour réussir selon cette terminologie moderne, mais l'homme est là sur la terre pour s'accomplir. Et soyez certains que l'astrologie aidera tous ceux qui sont partis en quête d'eux-mêmes. Elle les aidera dans la démarche évolutive de leur âme. Nous vous souhaitons donc un bon travail et une bonne écoute.